Je suis très souvent confronté à des personnes qui ne croient pas à mon existence, et qui, en me voyant, se frottent les yeux avec énergie, se pincent jusqu'au sang ou lorgnent sur la bouteille qu'ils viennent de descendre, en se disant que, décidément, ce jaja tape diablement fort. Parce que accepter l'idée de sa mort, ce n'est déjà pas facile, mais accepter la mort, cela relève presque du miracle. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que d'habitude, vous aimez les personnages imaginaires, hors du commun, surnaturels. Les plus forts en la matière, je crois, étaient les Grecs. Ils auraient pu décrocher une palme dans la catégorie « Histoire farfelue ayant traversé les siècles » au festival Mythes et Médzés de Mykonos. Ce n'est pas pour rien que le mot mythe est d'origine grecque, enfin plutôt hellénique, devrait-on dire. Et dans hellénique, il y a Hell, l'enfer en anglais, ce qui n'a pourtant aucun rapport. Pas de rapport non plus avec la belle Hélène. Non, pas la poire. Enfin, je ne peux tout de même pas tout vous expliquer. En matière d'affabulation, je vous renvoie à leur cosmogonie foisonnante d'inceste, de parricide et de naissance, toutes plus improbables les unes que les autres. Qui d'une cuisse, qui d'un crâne ouvert à coups de hache, qui de l'écume fécondée par la semence d'un sexe tranché. Dans l'Antiquité, les maïeuticiens n'avaient pas un métier facile. Parmi ces accouchements extraordinaires, il y a celui d'Hadès, dieu des enfers et seigneur des morts, avec qui on me confondait alors. Vous connaissez sans doute la légende. À cause d'une prophétie selon laquelle l'un des enfants de Cronos allait tuer le père, pas au sens freudien, mais littéralement, le paternel a pris les devants et dévoré toute sa progéniture, qu'il fut ensuite obligé de régurgiter comme la pelote d'un rapace. Selon une autre version, Hadès aurait été extrait avec ses frères et sœurs après que leur père a été éventré, mais cela ne change pas grand-chose à l'affaire. Ce qui importe, c'est qu'à présent qu'Hadès était né, les Grecs allaient pouvoir mourir. Et quand je désespère, j'ai ma raison qui m'encourage et qui m'éclaire. Mais je ne peux rien faire contre la mort. Comme si ce n'était déjà pas suffisamment abracadabrantesque, ils eurent l'idée de lier leur existence à celle d'un trio féminin, les moires, à l'origine de la toute première chaîne de travail offrant un rendement maximum. La plus jeune tissait un fil depuis la quenouille de son fuseau, fil qui représentait la vie d'un être humain. La cadette le déroulait et en mesurait la longueur. Puis l'aînée le tranchait d'un coup de ciseau, voire de 2 ou 3 s'ils étaient un peu émoussés, ce qui explique les sursauts de certains mourants au moment de clamser. Une sorte de faux départ qui se justifie aisément, car les moires vivant dans un endroit secret, il était rare qu'un rémouleur vienne leur proposer ses services. Il fallait donc parfois plusieurs essais à la plus âgée des sœurs pour ôter cette vie ne tenant pourtant qu'à un fil. Comme souvent, les Grecs ont adapté ce mythe après l'avoir piqué chez des peuples conquis. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. D'une femme seule, elles sont devenues 3 filles séduisantes, puis on leur donna des âges différents pour coller avec les étapes de la vie humaine. Avec bien sûr une vieille femme pour clôturer le tableau. Comme l'a affirmé un jour un presque chevalier de la table ronde, « Quand même, c'est classe les vieux. Ils arrivent, c'est hyper mystérieux. » C'est également cet élan naturel à s'emparer des idées des autres qui a conduit les Grecs à concevoir un au-delà, j'allais dire complexe, mais foutraque conviendrait mieux. Au final, ça ressemblait à une cité imaginée par différents architectes qui auraient complètement oublié d'échanger sur leurs projets respectifs. Vous allez vous en rendre compte. Je vous propose une petite visite guidée. Au programme, virée dans les catacombes, balade sur le Styx et pique-nique dans le champ des pleurs. Attention, il est interdit de marcher sur les pelouses et de nourrir les créatures à plus d'une tête. Alors, sur votre droite, l'Érèbe, perdu dans son brouillard où errent les âmes de ceux qui sont morts en dormant. À votre gauche, la plaine des asphodèles, où séjournent éternellement, sans but, tous ceux qui ne sont ni mauvais ni exemplaires. Autant vous dire qu'il y a du monde. Sous vos pieds, le Tartare, l'endroit le plus profond où sont jetés ceux qui méritent d'être punis, torturés de toutes les manières imaginables. Et là aussi, c'est blindé. Les plus vertueux auront la chance d'atteindre les doux Champs-Élysées. Non, pas la grande avenue de Paris avec les magasins de luxe et une boutique Disney. Cherchez l'erreur. Les plus vertueux auront la chance d'atteindre les doux Champs-Élysées avant d'être réincarnés. Oui, bon, chacun ses idées. Et au loin, tout là-bas,
vous pouvez distinguer l'île des Bienheureux où résident les héros. Là, en revanche, on ne peut pas dire que ça se bouscule. Ces régions sont bordées de différents fleuves, parmi lesquels le Lété aux propriétés amnésiques, l'Achéron, qu'on traverse sans retour possible, ou encore le Cocyte alimenté par les larmes des âmes des défunts. Et bien entendu, le célèbre Styx, aux eaux sombres séparant ses enfers du monde terrestre. Ah oui, parce que les Grecs ne parlaient pas de l'enfer, mais des enfers. Le pluriel a toute son importance pour un lieu, au final, bien singulier. Rien à voir avec celui qu'agiteront plus tard les catholiques comme une menace à tous ceux qui se sont mal comportés de leur vivant et où les âmes seront punies à la hauteur de leurs méfaits, gardées par des démons qui feraient passer les matons de la prison de Sagmalcillar pour de bons gros bergers landais, le tout dans une atmosphère surchauffée. Mais encore plus que les affabulations topographiques, le plus agaçant dans les enfers grecs, c'est le nombre d'individus qui s'y seraient rendus avant de ressortir, tranquilles, comme des touristes au musée du Louvre. Ça m'a toujours amusé que l'on puisse imaginer que le monde de l'après-vie faisait régulièrement porte ouverte pour recevoir ceux qui avaient besoin d'un petit service, de récupérer un objet magique ou juste l'envie de se faire une partie d'osselet avec un parent disparu. Franchement, depuis le temps, ça se saurait si l'au-delà était une passoire. Pourtant, c'est tout de même arrivé une fois. Car dans toutes les mythologies, il y a souvent une part de vérité qui a été détournée, arrangée, embellie. Le plus souvent par les protagonistes eux-mêmes. Par exemple, il était plus valorisant pour Héraclès d'affirmer « J'ai tué une hydre dont les têtes repoussaient sans cesse et rapporté les pommes d'or du jardin des Hespérides. Vous parlez d'un travail. » plutôt que Je suis tombé sur un nid d'anguilles ce matin en allant pêcher. ou Tiens, et si on mangeait des pommes pour le dessert? Te dérange pas, chérie, je vais passer au marché pour en acheter. ah bah ça fait moins rêver, c'est sûr. Alors que l'histoire d'un type qui s'engage sur les chemins infernaux pour retrouver sa bien-aimée, c'est romantique au possible. Peut-être même davantage que toutes ces histoires de couples célèbres comme Roméo et Juliette, Tristan et Iseut, Bonnie and Clyde, ou La Belle et le Clochard. Bien évidemment, le mythe d'Orphée, puisque c'est de lui dont il s'agit, dépeint autant la réalité qu'un tableau cubiste. Il faut donc que je rétablisse la vérité. Lorsque vous naissez dans une famille royale, ce qui était son cas, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous vous pliez aux règles du protocole et de l'étiquette en lorgnant avec envie sur le trône, qui tarde parfois à accueillir votre océan, c'est la voix dite Charles d'Angleterre, soit vous sortez des sentiers battus en traînant par exemple dans les cirques ou les studios d'enregistrement, selon le modèle appelé Steph de Monac. Clairement, Orphée a choisi cette seconde voie. Fils d'un roi et de la muse de la poésie, excusez du peu, Orphée était un auteur et un joueur de lyre très doué qui jouait régulièrement dans les ports, une sorte de Kurt Cobain de son époque. Côté cœur, il était fou amoureux de la belle Eurydice, tellement éperdu qu'il n'avait jamais plus goûté au plaisir avec d'autres femmes. Il avait même résisté à Cyrène, une prostituée du détroit de Messine, qui chantait pourtant comme une déesse. En revanche, Ulysse, le premier homme à être parti acheter des cigarettes pour ne revenir que 10 ans plus tard, a prétendu lui aussi avoir résisté à Cyrène en s'étant fait attacher au mât d'un bateau. Je peux vous assurer qu'il était effectivement ligoté, mais plutôt sur quelque chose que l'on appelle habituellement un lit. Et pour ce qui est d'avoir résisté, disons que 47 secondes, c'est loin d'être un record. Mais j'en reviens à Orphée, qui était complètement accro à Eurydice, une nymphe resplendissante qui adorait la nature. En langage moderne et très familier,
On dirait qu'elle était trop bonne et kiffait les plans en extérieur. Mais c'était une autre époque, où la familiarité n'était pas de mise et les vérités sublimées. Le jour de leur mariage, Eurydice dansait dans une prairie. C'est sûr que c'est la meilleure chose à faire dans un jour pareil. Elle posa par mégarde le pied sur un serpent. Pas de bol, le reptile se vengea. Elle ne sut jamais rien de la conversation de deux garçons dissimulés derrière un rocher. « T'as vu, Agapios, on l'a bien pranké, la meuf !»« T'as raison, Praxitélès, mais note pour la prochaine fois, ne pas utiliser un vrai serpent. C'est un peu trop définitif comme blague. » C'est à cet instant que je suis entré en scène, pour me rendre auprès de la jeune fille que j'ai trouvée fort jolie et assise sur une souche d'arbre, se massant la cheville où le serpent l'avait mordue. Elle était vêtue d'une robe vaporeuse de couleur beige et portait un serre-tête retenant un voile ourlé de petites fleurs blanches. La panoplie de la parfaite ingénue, du genre avec qui je ne discute pas longtemps. Après avoir découvert son corps inerte, l'inconsolable Orphée mélangea toutes les substances avec lesquelles il avait l'habitude de, disons, se relaxer avant un concert. Pendant aussi, et surtout après. Par le plus grand des hasards, ce cocktail ne le tua pas, mais le conduisit tout de même dans l'au-delà. Je n'avais jamais vu ça. Honnêtement, je ne pensais même pas que c'était possible. Quoi qu'il en soit, persuadé d'avoir atterri aux enfers, il se mit en tête de retrouver sa bien-aimée. Afin de se donner du courage, mais aussi dans l'espoir qu'elle l'entende, il commença à chanter à tue-tête. Tout en s'accompagnant de sa lyre. Gling, 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 gling. Ces bruits étranges alertèrent le chien que j'avais créé psychiquement à l'époque pour me tenir compagnie, sur les conseils d'un philosophe cynique. Si les élucubrations d'Orphée vous sont familières, vous avez peut-être à l'esprit une énorme bête à 3 têtes, avide de chair humaine, que le chantre, par son talent, aurait réussi à endormir. C'est grotesque. Certes, il s'agissait bien d'un molosse, mais d'une taille tout à fait classique et surtout monocéphale. Qui plus est, Lycos, car il ne s'appelait pas Cerbère, ne s'est assoupi que parce que la musique d'Orphée était monotone. Vous vous rendez bien compte que sous les effets des psychotropes, il a sacrément forcé le trait, le gratteur de cordes. Lorsqu'il a fini par me trouver, pensant que j'étais Hadès lui jouant un mauvais tour, une occupation assez courante chez les dieux, Orphée a exigé de voir sa Dulcinée, persuadé qu'il allait pouvoir repartir avec elle. N'écoutant rien de ce que je pouvais lui expliquer, il piaulait en boucle « Eurydice, Eurydice, réponds, quel supplice, Et puis toujours cette lyre, gling, 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 gling. Le pire, c'est que je ne pouvais pas l'expédier manu militari hors de l'au-delà puisqu'il n'était pas mort. J'étais en plein dilemme. La seule solution était d'attendre que les substances hallucinogènes qu'il s'était enfilées cessent leur effet. Pour gagner du temps, j'ai eu l'idée d'une petite mise en scène. Oh, rien de bien méchant. Le but, c'était de l'occuper jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance, ou bien que les substances qu'il avait prises finissent par le tuer et en fassent un défunt comme les autres. Je vous accorde que j'aurais pu tout aussi bien le laisser tout seul dans un coin, errer, par exemple, dans un labyrinthe sans sortie, avec, pour finir, le même résultat. Mais que voulez-vous ? Je suis joueuse. J'ai donc affirmé à Orphée qu'il pouvait repartir pour le monde des vivants avec sa Dulcinée antique, à l'unique condition qu'il marche devant elle et ne se retourne ni ne lui parle sous aucun prétexte. Évidemment, il a accepté. En un tournement, je nous ai enveloppés d'une nappe de brouillard permettant de dissimuler ma grossière transformation. Une robe blanche vaporeuse, une tiare maintenant un voile qui dissimulait mon crâne. De loin, dans son état, il n'y a vu que du feu. Je lui ai indiqué d'un geste de la main la direction à prendre, et nous nous sommes mis en route.
Le pauvre Orphée ne s'est même pas rendu compte qu'il tournait en rond et que je m'éclipsais régulièrement pour remplir mon devoir. Chaque fois que je revenais, il marchait d'un pas décidé, bien que sa démarche chaloupait un peu, tout en égrénant quelques notes de sa lyre. De temps en temps, j'essayais de le piéger pour qu'il se retourne, en l'appelant, en lui susurrant des petits mots tendres d'une voix doucereuse, jusqu'en imitant des cris de bête derrière son dos. Pas de réaction, il était trop déterminé, ou shooté, pour réagir. À la suite d'un aller-retour près des Cyclades, afin de récupérer l'âme d'un jeune homme tombé en mer après s'être pris pour un gros oiseau, accroché à une sorte de deltaplane constitué de plumes dont les joints en cire ont fondu sous l'effet de la chaleur du soleil, j'ai retrouvé le poète énamouré en train de fredonner « N'oublie pas ce que je t'ai dit, l'amour est plus fort que tout, les enfers de la mythologie ne se mettront entre nous. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les asphodèles. Tu verras, etc., etc. Désespérant. Et puis, après un détour en Crète, où j'ai fait la rencontre d'un type fort peu sympathique qui beuglait comme un désespéré et venait de trouver la mort dans une corrida involontaire contre un héros athénien, je suis revenu derrière Orphée, qui semblait toujours incapable de faire un pas sans gratouiller son engin à 9 cordes. Je n'aspirais plus qu'à une seule chose, un peu de silence. Et c'est à cet instant que la solution m'est venue. D'un claquement de doigts, j'ai chanté les sons de l'au-delà, coupé le volume, fait taire la lyre infernale. Aussitôt, Orphée s'est inquiété de ce soudain silence de mort, et il s'est mis à taper sur son instrument, comme si ce geste possédait une quelconque vertu réparatrice. Complètement désemparé, il s'est mis à chercher une explication autour de lui, jusqu'à oublier sa promesse et se retourner complètement. Là, il me vit lui faire un signe de la main. Ce genre de signe qu'on fait en plaçant sa main gauche dans le creux du bras droit qu'on remonte rapidement. Ciao l'artiste. Orphée resta prostré, à pleurer toutes les larmes de son corps, puis finit par se réveiller en Thessalie avec un terrible mal de crâne. De cette expérience, il tira une chanson qui devint un tube, mais sa fidélité à Eurydice agaça bon nombre de ses fans qui pensaient prendre la place de la défunte ingénue. En vain, il refusa toutes leurs faveurs jusqu'à ce qu'une groupie jalouse et en furie, quelques années plus tard, décide de mettre un terme définitif à sa carrière et à sa vie par la même occasion. En m'apercevant, l'œil un peu brumeux à cause de la drogue qui squattait son système sanguin, Orphée m'a lancé « On ne s'est pas déjà croisé quelque part ?» Puis il ajouta, pensant me faire plaisir « Vous voulez que je vous joue un petit air de lyre ?» Avant la fin du premier gling, je me suis précipité sur lui. Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais nos liens. Même s'il me faut aller plus loin, couper des ponts, changer de train,
qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur. Transformer le plomb en or, tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel. Le plus grand des mystères, comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Dans l'automne qui lit ciel éteint se cache le